Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à vous parler d'eau à cette conférence qu'il était important de tenir. Et donc, je vais vous parler de l'impact du changement climatique sur l'hydrologie, sur les ressources en eau, en commençant par insister avant tout que le cycle de l'eau est déjà fortement impacté par les activités humaines et pas seulement par le changement climatique. Donc, ce graphique vous montre où on retrouve dans le grand cycle de l'eau les ressources en eau qui sont exploitées par les activités humaines, qui circulent en fait dans les cours d'eau, dans les lacs, dans les eaux souterraines, dans les nappes renouvelables. Et donc le cycle de l'eau que vous connaissez tous permet de renouveler en permanence ces ressources en eau à des vitesses avec des temps de renouvellement qui dépendent des objets et qui dépendent du climat et qui dépendent des conditions géologiques. De manière générale, c'est 40 000 km3 par an qui circulent dans les conduites aquatiques continentales qui constituent les ressources en eau que l'on peut exploiter, les ressources en eau douce, et qui sont compensées en fait dans le grand cycle de l'eau par un retour d'un volume équivalent de vapeur d'eau depuis le domaine océanique vers le domaine continental. Et alors, ces ressources en eau sont altérées par toute une variété d'activités humaines qui sont soulignées en fait par ces petites boîtes blanches et qui en fait sont très variées comme vous montre ce graphique plus grande échelle. Je pense que vous ne pouvez pas lire les textes, j'ai pas réussi à avoir une précision suffisante, mais je voulais montrer que finalement la conférence est bien pensée, en tout cas du point de vue de l'eau et du changement climatique, puisque j'ai indiqué les noms de tous les orateurs hier, aujourd'hui, cet après-midi, qui finalement vous ont parlé ou vont vous parler de problématiques liées à l'eau. Donc l'eau, ça vous montre à quel point finalement l'eau douce en particulier, est essentielle pour nos activités humaines. Maintenant, il y a des boîtes qui n'apparaissent pas en fait avec des noms. C'est finalement toutes les boîtes qui relèvent des altérations liées aux usages de l'eau douce par les activités humaines, principalement par des pompages, des prélèvements dans les fameuses ressources en eau que sont les rivières, les fleuves, les lacs et les nappes phréatiques, et puis par des pollutions qui sont diverses. Il en a été parlé déjà plusieurs fois hier et ce matin. Je n'y reviendrai pas. Moi, je vais plutôt insister sur les aspects de gestion quantitative de l'eau et d'altération quantitative du cycle de l'eau par le changement climatique. Mais c'est très, très important pour l'habitabilité de la planète par nous, les êtres humains, et puis aussi par les non-humains. Donc, pour revenir sur les pompages, on peut noter depuis l'Anthropocène, et ça me permet de citer également Jean-Baptiste Fressoz parmi les orateurs du colloque, une augmentation considérable en fait des pompages en total, en cumul à la surface des continents. Avec une augmentation d'un facteur 3 au cours des derniers 50 ans. La grande accélération se voit aussi sur les usages de l'eau. Et finalement, d'un point de vue global, 40 000 km3 sont prélevés à l'heure actuelle, grosso modo. Les chiffres sont difficiles à collecter de manière complète et exhaustive et précise, ce qui revient finalement à 10% des ressources en eau douce au niveau global. Alors, comme l'a dit Philippe Sier pour les forêts initialement ce matin, évidemment, ces chiffres globaux masquent toute une diversité de situations qui, à l'échelle de l'ensemble des continents, en fait, il y a des endroits où on utilise très peu des ressources en eau douce parce qu'il y a très peu d'habitants, et il y a des endroits où on utilise plus qu'en fait que les ressources en eau douce renouvelables, où on exploite des eaux qui ne sont pas renouvelables, notamment des eaux souterraines très profondes. Donc globalement, les limites régionales de l'usage des ressources en eau douce sont dépassées dans de nombreuses régions à l'heure actuelle, notamment dans les régions les plus sèches et dans les régions qui sont extrêmement peuplées ou extrêmement cultivées. En France, on prélève environ 15% de nos ressources en eau douce renouvelable annuelles.
Donc, je vous ai montré ici des chiffres qui sont issus des statistiques publiques en France, avec des données qui viennent de différents organismes. Et vous voyez en haut un graphique qui vous montre le secteur de l'énergie et de la navigation, avec une échelle en Y qui va bien plus haut que dans le graphique qui est en dessous, qui vous montre l'alimentation en eau potable, l'agriculture et puis l'industrie en violet. Et donc, le point important, c'est que le secteur de l'énergie, en termes de prélèvement en eau dans les rivières, principalement en France, c'est plus de la moitié des prélèvements pour refroidir nos centrales électriques. Un refroidissement soit par conduction, ce qui amène à rendre de l'eau chaude dans les cours d'eau à l'aval des installations, ou alors par évaporation. Et à ce moment-là, c'est de l'eau douce qui est perdue pour le système aquatique et qui est renvoyée sous forme vapeur dans l'atmosphère. Maintenant, on a des tendances qui sont à la baisse pour une majorité des secteurs d'usage de l'eau, une baisse qui est relativement faible, sauf pour l'agriculture, vous voyez, au cours des dernières années, probablement liées au fait que ces années étaient essentiellement plus sèches que la moyenne. Je vous ai parlé de ce qui se passe dans le passé, de ce qu'on peut voir sur les usages de l'eau, les modifications. Et finalement, la question du colloque, c'est comment le changement climatique s'inscrit par rapport à ces évolutions passées, dont une partie est due aussi au changement climatique pour ce qui est de l'évolution des ressources. Donc la manière dont on aborde le futur, en tout cas, c'est ce qui vous a déjà été présenté hier, avec des modèles, parce qu'on ne peut pas observer le futur. Et donc on utilise des modèles climatiques globaux qu'on renseigne par des hypothèses sur les émissions en gaz à effet de serre du futur, aussi sur les scénarios d'occupation des terres, qui contribuent à changer le climat. Et les modèles climatiques globaux nous renseignent sur des variations de toutes les variables du climat et notamment les précipitations. Donc ça, c'est les exercices que fait le GIEC. Christophe Cassou vous en a parlé hier, Valérie Masson-Delmotte aussi, et beaucoup de ce qu'on est capable de dire sur le futur de notre environnement et de notre climat repose sur ces méthodes. Pour aller plus finement étudier ce qui se passe dans un territoire comme la France, on recourt souvent à des méthodes qu'on appelle de descente d'échelle, de régionalisation. On corrige par ailleurs les biais principaux des variables qui sont simulées, c'est-à-dire que si sur les reliefs, les précipitations ont tendance à être un peu surestimées, comme on a des observations, on va corriger ça. Et voilà. Donc ces méthodes de descente d'échelle sont très variées, elles peuvent être statistiques, elles peuvent recourir sur des modèles climatiques à plus petite échelle et elles nous donnent des informations qui sont exploitables et qui en France sont accessibles sur un site ouvert à tous, le site DRIAS, piloté par Météo France. Et quand on a ces projections climatiques à plus fine échelle que celles qui sont disponibles à grande échelle par les modèles de climat globaux, on peut les utiliser en entrée de modèles d'impact. Ces modèles d'impact peuvent être des modèles agronomiques et ça contribue aux travaux que Nathalie Denoblet vient de vous montrer. Ça peut être des modèles de fonctionnement des forêts, mais ça peut aussi être des modèles hydrologiques et auquel cas on obtient en sortie du système des projections hydrologiques qui nous donnent des idées sur l'évolution future des ressources en eau en France sous l'impact du changement climatique. Et donc là encore, ces données, pour la première fois cette année, des projections de ce type sont accessibles sur le site DRIAS Eau. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller les consulter. Ça peut être intéressant. Le point que je voudrais souligner cependant, c'est que on est obligé de recourir à la modélisation pour imaginer et pour quantifier les évolutions futures. Mais il y a des incertitudes à tous les niveaux parce qu'on utilise des modèles et qu'on sait que ces modèles ne sont qu'une synthèse incomplète et imparfaite des connaissances qui ne sont pas exhaustives de notre part, la communauté scientifique, sur tous les processus en jeu. Ça a déjà été discuté hier, mais donc la manière dont on procède en général, c'est qu'on multiplie les études en considérant plusieurs scénarios d'émissions en gaz à effet de serre, scénarios concernant les évolutions d'occupation des sols.
On considère aussi plusieurs modèles, on teste différentes hypothèses sur les choses qu'on connaît mal, et on teste aussi différents jeux de paramètres éventuellement. Et c'est l'ensemble de tout ça qui nous permet de faire la synthèse de résultats qu'on considère comme robustes et dignes d'être considérés pour l'action éventuellement, et puis aussi pour évaluer les incertitudes de ce que l'on fait, et sur ces incertitudes, évidemment, on continue à travailler. Alors, je vais vous illustrer tout ça à travers trois niveaux de résultats à différentes échelles. Et en insistant à la fois sur les résultats, les conclusions qu'on peut tirer de ces exercices et sur les incertitudes. Donc, concernant le cycle de l'eau, la modélisation climatique globale et la physique aussi, les lois de la physique nous disent qu'avec le réchauffement de la planète, ce cycle de l'eau doit s'intensifier, avec un fort consensus qualitatif, mais beaucoup moins sur la quantification, et ça peut être un problème. Donc, qualitativement, le cycle de l'eau s'intensifie parce que le réchauffement fait fondre la cryosphère, et donc ça accélère la circulation de l'eau dans le grand cycle de l'eau. Marie Dumont vous en reparlera certainement, et c'est associé aussi à l'élévation du niveau de la mer, dont il vous sera parlé aussi après moi. Avec le réchauffement aussi, plus d'évaporation depuis les océans et les continents, une atmosphère qui est capable d'absorber plus de vapeur d'eau et donc des précipitations qui, en moyenne sur la planète, augmentent. Et donc ça aussi, c'est l'accélération du cycle de l'eau, une augmentation de quelques pourcents par degré de réchauffement, en gros. Mais cette augmentation des précipitations au niveau global n'est pas uniformément répartie sur la planète, et ça c'est vraiment important à souligner. Elle se concentre dans les zones où actuellement les précipitations sont les plus fortes, dans les zones et dans les périodes aussi. Et donc c'est le paradigme de l'enrichissement des riches, de l'appauvrissement des pauvres, un accroissement en fait des inégalités de répartition des précipitations, la source d'eau douce sur les continents et pour les êtres humains, donc à la fois dans l'espace et dans le temps. Et la manifestation extrême de cette intensification, c'est l'augmentation des événements extrêmes, à la fois les sécheresses et aussi les précipitations extrêmes et les inondations. Évidemment, il y a des fortes incertitudes quantitative sur la carte des des changements de précipitation globale que vous voyez représentés ici entre la fin du XXIe siècle et le début et la fin du XXe siècle sous un scénario d'émissions pessimistes. Vous voyez des zones en hachure, notamment qui traversent l'Atlantique et qui recouvrent le nord de la France. Ces zones de hachure sont les zones où les modèles climatiques globaux ne sont pas d'accord sur le signe du changement des précipitations. Dans les zones où il y a des pointillés, au contraire, ils sont d'accord, et c'est des zones où en fait on a une grande confiance dans les changements simulés par les modèles. Si maintenant on veut zoomer sur la France, les deux cartes que vous voyez à votre droite sont reprises aussi de la modélisation globale du climat, disponible sur l'Atlas interactif du GIEC, qui est une nouveauté du dernier exercice. Et les hachures représentent encore les zones d'incertitude, de non-consensus des modèles climatiques entre eux. Et donc vous voyez que dans le nord de la France, comme Christophe Cassou vous l'avait déjà dit hier, il y a de fortes incertitudes. Dans le sud de la France, en revanche, et notamment en été, on voit une baisse robuste des précipitations dans le futur et une incertitude aussi sur la position de la limite entre le nord et le sud, entre tous les modèles. Si maintenant on passe à la phase de régionalisation, qui est beaucoup utilisée en France pour faire des projections d'impact hydrologique, je voulais souligner un point, c'est que les modèles climatiques régionaux, qui sont utilisés souvent dans ces exercices, qui sont forcés au bord par les modèles climatiques globaux, modifient un petit peu la nature du changement climatique qui est simulé. Et donc, vous avez ici des résultats de collègues de Toulouse récents, en 2020, qui comparent en fait les changements, les projections de température, de précipitation en été, en comparant les modèles climatiques régionaux avec les modèles globaux qui les ont forcés. Et vous voyez que finalement, les modèles régionaux ont tendance en France à simuler un climat un peu plus froid, mais qui reste un réchauffement, hein, je vous rassure, et un petit peu plus humide que les modèles climatiques globaux. Donc,
La raison, c'est que ces modèles sont moins complexes, en fait, en termes de description des aérosols, du changement d'occupation des terres, de l'effet du CO2 sur la végétation. Et par contre, il faut savoir aussi qu'on n'utilise pas directement ces projections-là pour alimenter nos modèles hydrologiques. Il y a une phase de correction des biais qui tend à compenser quand même ces petites erreurs sur lesquelles, par ailleurs, la communauté des modélisateurs du climat régional continue de travailler. Quel est le résultat sur les ressources en eau ? De nombreux exercices de modélisation ont déjà été faits depuis 20 ans environ dans la communauté française, avec des résultats qui sont extrêmement convergents d'un point de vue qualitatif, encore une fois. Les ressources en eau, par rapport aux précipitations, sont tirées vers le bas par rapport au changement de précipitation, parce que le réchauffement de la planète a tendance à augmenter l'évaporation, et les ressources en eau, finalement, ça se définit par la différence entre les précipitations et l'évaporation. Mais en tout cas, de manière générale, et comme illustré par un exemple parmi la diversité de ce qui existe sur ces cartes qui vous montrent à droite, non, alors à gauche, ce sont les changements moyens des débits en France. Et si on regardait l'humidité des sols, on aurait des choses très similaires parce que c'est les mêmes processus qui sont en jeu pour donc différentes saisons et l'année en bas. Et à gauche, vous avez la dispersion des modèles, donc l'incertitude. Et donc, ce que vous voyez finalement, c'est qu'en été, les ressources en eau vont baisser dans toute la France. Et puis, en cumul annuel sur les figures du bas dans le sud de la France. En revanche, dans le nord, on a beaucoup d'incertitudes et on n'est pas capable de dire si les ressources en eau vont baisser ou si elles vont plutôt diminuer. Et donc, il faut envisager l'ensemble de ces scénarios avant de pouvoir s'adapter. Beaucoup de choses ne sont pas modélisées et je vais passer la question du stockage pour terminer sur mes conclusions. En sait-on assez pour agir ? À mon avis, oui. En fait, on sait très bien que plus on réchauffe le système climatique, plus on change le cycle de l'eau et les ressources en eau associées. Et donc, il y a un mode d'action qui est immédiat, qui devrait être fait aujourd'hui, qui aurait dû être fait déjà depuis 20 ans, c'est d'atténuer le changement climatique en diminuant nos émissions en gaz à effet de serre. Sur l'eau, plus on utilise d'eau, plus on la dégrade. C'est très largement documenté. Et donc, on a aussi une urgence hydrique qui devrait amener à immédiatement réduire les usages, en particulier dans les zones où le changement climatique va renforcer les diminutions qui sont déjà causées par des usages excessifs. Alors, donc, il faudrait, sans attendre, faire les deux, arrêter le blablabla de Greta Thunberg. Et ce n'est pas ce qui se passe. Je terminerai là-dessus. En France, il y a des tas de lois sur l'eau dont les objectifs ne font que être reportés ou alors avec un gros poids sur les solutions techniques, la carte technologique dont parlait Jean-Baptiste Fressoz, qui quelque part ne sont qu'un des discours de l'inaction pour éviter d'engager les changements structurels dont on a déjà beaucoup parlé hier, et je trouve que l'exposé de Sophie Dubuisson était vraiment très éclairant à ce titre. Merci beaucoup. Merci bien. Bien, alors de nouveau, on a le temps pour des questions, il y en a un certain nombre. Alors, de nouveau, je vais essayer de les classer. Alors, il y a des questions de compréhension. Alors, juste une question qui revient sous plusieurs formes de compréhension. L'augmentation, l'évolution du changement climatique fait qu'il n'y a plus d'évaporation, Mais d'un autre côté, on aurait l'impression que ça peut conduire à plus de précipitations aussi. Et comme effectivement, l'eau, c'est le résultat de l'évaporation et de la précipitation, alors comment se fait-il qu'on a l'impression que l'évaporation domine par rapport aux précipitations ? C'est juste un résultat des modèles ou voilà. Est-ce qu'on peut expliquer ça simplement ? Parce que j'ai pas mal de questions autour de ça. Donc, ce qui fait que la vapeur d'eau atmosphérique précipite quelque part, c'est qu'il y a des conditions favorables à le faire. Et cette condition, c'est tous les processus qui permettent de refroidir la vapeur d'eau pour qu'elle se condense. Ça se produit en fait en particulier au niveau des reliefs parce qu'il y a une élévation qui va refroidir ou alors ça se produit à cause de circulation atmosphérique qui amène de la convection, donc un mouvement d'air vers des altitudes plus élevées. Et ces zones ne sont pas beaucoup changées par le changement climatique, en particulier les reliefs. Donc quand on enrichit l'atmosphère en vapeur d'eau par une évaporation plus forte, cette vapeur d'eau va précipiter davantage
mais en se concentrant dans les endroits qui sont favorables à la précipitation. Et c'est ce qui explique qu'en fait, on a une égalité de répartition de ce surcroît de précipitation apporté par le changement climatique. Et ça se fait souvent même au détriment des régions les plus sèches, qui en fait se retrouvent plus sèches qu'avant. D'accord, il fallait comprendre ça. Alors, j'ai une question autour de la qualité de l'eau. C'est-à-dire que, on voit bien qu'il y a un problème de dynamique du cycle de l'eau, mais est-ce que l'eau que l'on récupère, que l'on pompe et que l'on utilise, est-ce que le fait que par ailleurs il soit pollué par les activités humaines a aussi des conséquences indépendamment du fait qu'il y en a plus ou moins? Autrement dit, est-ce qu'on peut utiliser toute l'eau qui est utilisable sans prendre en compte le fait qu'un certain nombre d'eau, une quantité d'eau soit polluée et donc inutilisable pour certains usages? Donc la réponse est non. Oui. Pour de nombreux usages, il est important d'avoir une qualité d'eau suffisante. L'exemple le plus flagrant, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'eau de mer pour toutes les activités qui requièrent de l'eau douce, parce que le sel est gênant. Le sel est gênant dans l'eau de boisson, le sel est gênant pour arroser des plantes, parce que les sols vont se saliniser. Et c'est la même chose pour tous les composants essentiellement. Donc l'eau douce, c'est de l'eau qui est propre finalement, hein, qui a peu de minéraux, peu de polluants. Et quand l'eau est dégradée par des rejets liés à des activités humaines, que ce soit au niveau des stations d'épuration, par des pesticides, etc., il faut la traiter avant de pouvoir s'en servir. Et ça coûte de l'argent, ça coûte des infrastructures, ça coûte de l'énergie. Et donc on est dans un cercle vicieux, il vaut mieux éviter de polluer l'eau. Alors j'ai une question autour de... Bon, on voit globalement qu'on va vers de plus en plus des problèmes d'accès à l'eau d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on est capable de faire la différence entre ce qui provient du changement climatique et ce qui provient de l'accélération des usages de l'eau par l'homme? C'est une question très difficile. Et on n'est pas capable de faire cette séparation partout à la surface de la planète, en fait. Une des raisons, c'est que les données sur les prélèvements, les usages de l'eau, sont de très mauvaise qualité très souvent, voire font partie de données qui sont gardées au secret par certains pays, par certains secteurs. Donc, dans le domaine en France, c'est que depuis 2010 qu'on a accès de manière relativement homogène et avec une qualité d'information relativement homogène à tous les usages de l'eau. Et on peut quand même avoir certains doutes sur certains usages non déclarés de l'eau, dans certaines périodes en tout cas. Et dans certains pays, on n'a juste aucune information. Donc dans ce cas, c'est assez difficile. Et par ailleurs, donc, les prélèvements ont tendance à faire baisser les ressources en eau, mais il y a des changements qui, temporairement, à certaines saisons, vont les augmenter, comme des jeux de barrage. Et si le changement climatique a tendance à augmenter les précipitations, les ressources en eau, quand les usages ont tendance à les faire baisser, on a des directions de changement différentes qui font que le signal est difficile à percevoir. Voilà. Donc on sait que les deux types de facteurs de changement sont importants. Dans certains endroits, on arrive bien à documenter. Typiquement, la zone du Marais Poitevin des Charentes en France. Il n'y a pas de changement notable pour l'instant attribuable en termes de ressources en eau par le changement climatique. En revanche, il est très clair que la surexploitation des eaux par l'agriculture intensive dans cette région cause des sécheresses. D'accord. Alors, deux dernières questions. Alors, une sur le changement climatique, c'est observable partout, entraîne la fonte des glaces, et en particulier des glaces dans les régions montagneuses. Hein. Pour les gens qui ont vu l'évolution des glaciers ces 30 ou 40 dernières années, c'est spectaculaire. Alors, est-ce que l'apport de cette eau stockée, qui est donc déstockée, est-ce que c'est négligeable? Est-ce que ça joue un rôle dans un apport supplémentaire d'eau qui vient de la consommation du stock? Je ne vais pas m'étendre sur la réponse à cette question parce que ça va être abordé après la pause. On la garde pour la suivante. Alors, la dernière question, évidemment, les bassines. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Non, on ne peut pas répondre d'une manière définitive et systématique à cette question. Il faut être modeste. Les bassines, d'abord, ce qu'il est important de dire, que c'est juste un certain type de stockage artificiel de l'eau. Les bassines
telles qu'on les conçoit en France, franchement, je pense que ce n'est pas très bien. Donc, elles ont été développées dans la zone du Marais Poitevin dont j'ai parlé, où en fait, l'accroissement des sécheresses depuis 20 ans, en fait, c'est une idée qui a plus de 20 ans, hein, les bassines dans cette région, est créée et induite par une surexploitation par l'agriculture des ressources en eau localement pour développer de l'agriculture industrielle. Et donc, on peut se dire que ça serait utile, maintenant que le changement climatique renforce ces sécheresses, de trouver des moyens de stocker de l'eau. Ok, ça coûte extrêmement cher, c'est de l'imperméabilisation des terres, c'est de la déprise agricole en fait, c'est des hectares et des hectares hein, qui sont concernés. Une retenue comme Sainte-Soline, c'est 16 hectares. Et donc... le problème de ces retenues, si on les construit, certaines sont construites, c'est que du moment où des sécheresses longues arrivent, elles ne sont pas remplies. Et vous voyez ça en Catalogne. En Catalogne, à l'heure actuelle, toutes les retenues, il y a eu des grands plans d'investissement qui ont été construits. 3 ans avec très peu de pluie, tout est vide. Ils viennent de passer en état d'urgence absolue. Les usages au robinet sont restreints. L'agriculture est complètement sous une chape de plomb. Et c'est pas parce qu'on a des réservoirs qu'on les remplit. Voilà. Et un effet pervers de ces réservoirs artificiels, c'est que quand ils sont remplis, ils servent à maintenir le système actuel, voire à le développer davantage. Et la vulnérabilité aux sécheresses qui vont suivre est augmentée. Et c'est pour ça qu'on parle à propos de ces réserves artificielles, qu'elles soient mégabassines ou autres, quand elles sont construites de manière non raisonnée et non équilibrée avec la ressource qu'on peut imaginer être présente au cours des décennies à venir. On appelle ça une solution de maladaptation qui coûte beaucoup d'argent pour rien. Et l'argent, on pourrait le consentir pour d'autres formes d'adaptation plus sobres et plus efficaces sur le long terme. Merci beaucoup, en tout cas. Merci 1000 fois.